Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rédaction de l'ADN pour notre émission Tendance du vendredi. Cette semaine, il sera question de fake business. Faux followers, faux influenceurs, trafiqueurs d'étoiles, dark RP. Le fake est devenu un véritable business. Et de fait, ça marche. Le fake se vend bien, le fake fait vendre, et ils sont nombreux à ne pas s'en priver. Des entreprises qui se spécialisent dans ce business, des influenceurs qui le font de façon tout à fait massive, des plateformes qui en profitent et des marques qui n'hésitent pas à eux-mêmes donner dans ce business du fake. Alors aujourd'hui, pour en parler, nous allons voir les grandes arnaques avec David Julien Ramil. Bonjour David, ravi d'en parler avec toi. Tu reviendras sur une enquête que tu as menée sur les faux followers. Marine Proté, bonjour. Tu reviendras de ton côté sur une enquête qui a été faite par deux journalistes de Libération et qui nous parle des trafiqueurs d'étoiles. Mélanie Rosen, bonjour. Mélanie, tu reviendras sur les faux médias, les influenceurs bidons, les faux likes, tout cet écosystème qui fait vivre le business du fake. Et enfin Margot Dussert, qui reviendra sur un documentaire qui a été mené par HBO, Fake Famous. Juste un petit point technique, vous le connaissez, vous avez le chat qui s'affiche à droite de votre écran. Vous pouvez bien sûr nous faire vos commentaires, discuter même entre vous. Et à côté du chat, vous avez les questions. À partir de 12h20, nous tenterons d'y répondre. David, on va commencer par toi. Tu as mené une enquête sur ces faux followers qui jouent aussi bien sur Facebook, Instagram ou Twitter. Et cette manière consiste à créer effectivement des followers complètement bidons, de façon assez triviale, tout simplement en payant. Il y a notamment cet influenceur David Michigan avec ses 11 millions de followers. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire assez fascinante? Ah oui, ne me dites pas que vous ne connaissez pas le célébrissime David Michigan. Non, ça vous dit rien? C'est un influenceur et un coach de vie qui cumule 11 millions de followers sur Instagram. Soit presque le double de Squeezie quand même, faut souligner la performance. Et il fait partie des personnalités les plus suivies des Français. Il est même devant Timothée Chalamet et David Guetta. Excusez-moi du peu. Je vois que vous n'êtes pas vraiment dupe. Vous vous dites qu'il y a sans doute une petite anguille sous roche, et c'est effectivement le cas. Dans une vidéo YouTube réalisée par le vidéaste Babor l'éléphant, on apprend que cet influenceur a dépensé au moins une centaine de milliers d'euros dans l'achat de faux followers, et il est loin d'être le seul. Pour ça, il suffit de se rendre sur la trentaine de sites en français qui proposent ce genre de service et de sélectionner des packs d'une centaine de faux followers pour Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, en veux-tu, en voilà, avec des prix qui vont de 5 à 100 euros à peu près. Alors, en fonction du prix que vous allez mettre, évidemment, vous n'allez pas avoir la même qualité de faux followers. Si vous êtes radin, vous allez avoir des faux comptes de basse qualité. Pas de photos de profil, pas de bio, et des noms qui semblent sortis d'un ordinateur avec des chiffres et des codes. Ceux qui veulent, le problème de ces faux followers, évidemment, c'est qu'ils se font repérer très vite par les algorithmes et qu'ils disparaissent au bout de quelques heures. Donc, c'est une vraie arnaque. En revanche, ceux qui veulent mettre un petit peu plus d'argent, vous allez avoir le droit donc à des faux followers de bonne qualité. Donc, avec une photo, une bio, un nom qui paraît à peu près réaliste. Souvent, c'est des comptes d'identité indienne. On verra tout à l'heure pourquoi. Et on peut même avoir des faux comptes qui postent du contenu et qui like ce que vous mettez sur les réseaux. Alors, dans le cadre de ton enquête, tu as interviewé Pierre, qui a créé une boîte qui s'appelle YouBost, qui est complètement spécialisée dans ce business du faux follower. Qu'est-ce que Pierre a pu te raconter? Voilà, c'est ça. Donc, je voulais en savoir un peu plus sur comment cette industrie des faux followers est en train de s'installer en France. Donc, j'ai pris contact avec Pierre, qui est créateur du site YouBoost, qui s'est lancé depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et donc, il m'a raconté qu'avant de faire ce travail, c'était juste un agent commercial qui était en BTS en alternance dans le domaine du bâtiment. Et il est rentré en contact avec un ami venant d'Inde, et cet ami-là l'a fait rentrer dans ce business-là totalement, vraiment par hasard, me dit-il. Il lui a expliqué que donc cet ami indien avait travaillé dans une ferme de faux comptes là-bas en Inde, et qu'ils avaient envie de se développer sur la France parce que c'était encore un territoire qui n'avait pas encore été véritablement investi. Et donc
Pour ça, contre une centaine d'euros à peu près, on lui a conçu son site web en français et il a juste eu à lancer une campagne de publicité sur les réseaux et il m'a dit que cette petit investissement de quelques centaines d'euros a été rentabilisé en moins de 2 heures. Voilà. Parce que la demande en fait en France est devenue véritablement gigantesque. Alors pour le moment, il n'est que revendeur dans cette industrie. Tout se passe en Inde, donc lui, il paye en fait une sorte d'accès à ces serveurs-là avec une sorte d'abonnement mensuel. Mais sauf qu'il m'a dit que la prochaine étape pour lui, c'était de créer ses propres serveurs en France avec des spécialistes de la data qui du coup ont appris l'existence de ce marché grâce à la vidéo d'abord notamment. Et l'idée, c'est de vendre des followers français de qualité à un prix bien plus élevé. Mais avec évidemment une crédibilité et une difficulté à les repérer beaucoup plus haute. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il m'explique que au niveau de ses clients, c'est extrêmement varié. Il a des jeunes femmes qui se lancent dans l'influence, des entreprises qui essayent on va dire de se faire connaître sur Instagram. Il a aussi des grands producteurs de cinéma, des artistes qui veulent percer sur Spotify. Bref, tous ces gens qui ont besoin d'appuyer leur crédibilité sur le nombre de followers qu'ils ont sur leur compte et ils n'hésitent pas donc à mettre la main au portefeuille pour acheter ces faux followers. Et ça s'arrête pas là. D'après Magali, donc une influenceuse lifestyle et food que j'ai interviewée, qui est dans le métier depuis plusieurs années, elle estime que toute la chaîne de production dans le milieu de l'influence est touchée. C'est-à-dire que les agences, souvent c'est pas des agences qui ont pignon sur rue, hein, c'est des petites agences, n'hésitent pas à surfacturer des prestations à des marques pour ensuite distribuer le travail à des influenceurs qui sont faux. Les RP qui bossent dans les marques, eux, sont relativement bien contents de pouvoir présenter des chiffres d'engagement et de visibilité mirobolants, alors qu'ils savent pertinemment que le nombre de vues est totalement gonflé. Et comme le disait Magali, il n'y a que celui ou celle qui signe le chèque finalement qui n'est pas réellement au courant de l'arnaque. Donc voilà, en plus de fausser les résultats, ce dopage, hein, parce qu'on peut comparer ça à un dopage comme dans le sport, ça crée de nouvelles pratiques d'influence. Et on a vu arriver ce qu'on appelle les brocanteuses sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il s'agit de jeunes femmes dont les comptes sont complètement gonflés par les faux followers et qui, plutôt que d'essayer d'avoir des contrats avec des marques, vont démarcher des marques de luxe pour avoir juste des envois de produits gratuits. Une fois qu'elles reçoivent ces produits, elles font des photos, qui sont souvent d'ailleurs de qualité, et ensuite elles revendent le tout sur Vinted à moitié prix. Et même à prix bradé, en fait, ça leur fait un chiffre d'affaires qui va entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Ça peut représenter entre 60 et 100% de leur chiffre d'affaires par an. Voilà, donc pour rappel, Facebook a annoncé récemment qu'il avait supprimé 1,3 milliard de faux comptes en l'espace de 3 mois sur sa plateforme, ce qui veut dire que pour lutter contre cette industrie du faux, il y a une lutte qui est permanente. Ok, donc des influenceurs suivis par de faux followers. Marine, tu as, toi, interviewé 2 journalistes de Libération, Vincent Caucase et Ismaël Aïnissa, qui ont fait paraître fin août une enquête, La nouvelle guerre des étoiles, publiée chez Kero, où ils racontent comment les plateformes comme Amazon ou TripAdvisor laissent fleurir une industrie et un trafic d'étoiles et de notations totalement bidons. Oui. Oui, exactement. Et ils parlent notamment dans leur livre de ceux qu'on pourrait appeler les trafiqueurs d'étoiles d'Amazon. Donc, c'est des gens en fait qui vont mettre un avis positif, donc 5 étoiles, sur un produit, plus un commentaire élogieux. Et en échange, en fait, ils reçoivent ce produit gratuitement, voire ils vont avoir une petite compensation financière. Et donc, ces 2 journalistes de Libération ont infiltré, entre guillemets, un des groupes Facebook, en fait, où se retrouvent ces trafiqueurs d'étoiles et ont un peu analysé comment cela fonctionnait. Donc, en fait, ils sont mis en relation par ce qu'on pourrait appeler des grossistes en faux avis. Donc, c'est souvent des femmes qui jouent le rôle d'intermédiaire, en fait, entre des fabricants chinois et des gens et donc ces trafiqueurs d'étoiles, ces gens qui postent des faux avis pour simplement avoir un petit revenu complémentaire, voire des produits. Alors c'est très difficile en fait de savoir à quel point c'est répandu, mais il y a quand même des sites comme FakeSpot et ReviewMeta dont le rôle en fait est d'identifier les faux avis justement Amazon et Google aussi. Et donc ils estiment que sur des produits de très grande consommation comme des écouteurs, le nombre de faux avis est environ de 60 à 70%. Donc c'est assez
conséquents. Et parfois, aussi, les conséquences peuvent être problématiques parce que, par exemple, ils ont fait le test avec une crème pour acné qui est très bien notée sur Amazon. Ils l'ont, parce qu'il y a énormément de faux avis sur cette crème, ils l'ont montré à une dermatologue qui a analysé la crème et leur a dit qu'elle était inutile et potentiellement nocive car elle avait des produits irritants à l'intérieur. Donc voilà, il y a des conséquences quand même bien réelles pour les consommateurs. Et on t'entend plus, Béatrice. Ouais, pardon. Tu as coupé ton micro. Pardon. Cette enquête souligne en fait le développement de cette industrie de la notation. Ils disent à quel point c'est spécifique à ces plateformes qui mettent en place ce type de fonctionnement. Oui, en fait, ils reviennent un peu enfin, voilà, tout le livre en fait décrit la manière dont la notation s'est complètement intégrée à notre vie quotidienne. Et ils disent que l'entreprise qui a vraiment popularisé ça, c'est Amazon dans les années 90. Et le but, c'était en fait de trier les produits sur leur site et de faire ce travail, en fait, le faire par les consommateurs. Et donc, depuis, plein d'entreprises, en fait, ont repris ce modèle. Et donc, pour eux, c'est pour ça qu'il y a toute une industrie du faux, en fait, qui s'est développée en parallèle de ça. Mmh. Alors, qu'est-ce que font les plateformes par rapport à ça? Parce que est-ce qu'elles savent que ça existe? Est-ce qu'elles essayent de juguler le phénomène? Est-ce qu'elles sont finalement assez contentes que ça participe de leur dynamique? Alors, elles essaient quand même de parfois supprimer les faux avis. C'est en septembre, Amazon a annoncé qu'ils en avaient supprimé un certain nombre, donc 20 000 faux avis, 5 étoiles. Mais ce que disent les journalistes de Libération, c'est qu'en fait, eux, avec leurs petits moyens, ils ont identifié énormément de faux avis, notamment en faisant appel à des entreprises comme FakeSpot et Review Meta. Et voilà. Et pour eux, en fait, les plateformes ne font pas tout pour supprimer ces faux avis, tout simplement parce que c'est pas leur cœur de métier, en fait. Il dit que Amazon et Google, leur cœur de métier c'est la vente et la publicité et pas forcément les avis. Et donc, pour eux, il n'y a pas vraiment d'intérêt à lutter très activement contre ça. Ok, sur une autre interview d'un jeune ingénieur américain, Tim Wang, qui a fait paraître un livre sur la publicité ciblée. Lui, il parlait de l'incidence de cette fake industrie sur la publicité ciblée, en disant que ça avait quand même que ça a impacté cette industrie et ça la rendait moins fiable. Ouais, tout à fait. Alors lui, il a un propos effectivement assez fort. Donc son livre s'appelle Subprime Attention Crisis. Donc il compare en fait la publicité à la bulle publicité ciblée, à la bulle spéculative qu'il y a eu en 2008 avec les subprimes. Et lui dit qu'en fait cette industrie est très survalorisée et qu'il y a potentiellement une bulle qui va exploser. Et l'une des raisons, c'est qu'il y a énormément de fraude, et notamment donc il y a les faux followers dont parlait David, les faux likes. Certaines marques en fait disent que quand elles postent une campagne publicitaire sur Instagram ou sur Facebook, elles sont automatiquement suivies par des faux followers ou alors elles obtiennent des faux likes. Et donc, toute cette industrie un peu du fake va forcément fausser les chiffres des publicités. Et récemment, il y a eu Uber, par exemple, qui s'est rendu compte qu'en supprimant 120 millions de dollars de son budget en publicité ciblée, ça n'avait absolument eu aucun effet sur le nombre de téléchargements de ces applications. Merci Marine. Mélanie, tu as pas mal travaillé sur les dark RP et tout l'écosystème que ça engendre avec des faux médias, des influenceurs carrément bidons, des faux likes toujours, tout un écosystème qui émerge pour créer un business totalement alternatif. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que ces dark RP ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, David parlait des faux followers, mais il y a aussi les faux influenceurs. Je ne parle pas forcément des influenceurs qu'on voit sur Instagram tous les jours. C'est plutôt des fausses personnes dont la mission est de diffuser une fausse information ou de crédibiliser un discours qui peut faire débat. En général, c'est des agences qui créent ces faux profils pour le compte de leurs clients.
Comme pour les faux followers, il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est la création de profils de robots qui vont se contenter de partager en masse tous les articles qu'ils vont trouver sur un sujet, même s'ils émergent de faux médias, parce qu'il y a aussi toute la construction de faux médias qui vient en amont. La deuxième, c'est des profils un peu plus élaborés qui vont réécrire à partir de faux articles des nouveaux contenus. Donc, par exemple, un faux article donnera lieu à 10 tweets, on va dire. Donc, c'est un petit peu plus élaboré et ça peut créer une certaine forme de crédibilité. Et enfin, le profil le plus abouti, c'est l'influenceur fictif. Donc, c'est soit un faux chercheur, soit un faux professeur, soit un faux auteur qui va produire des contenus hyper construits et qui vont faire figure de vérité. Donc, c'est très difficile quand on n'a pas, si on ne prend pas la peine d'éplucher le compte de cette personne de A à Z dans tous ses posts, on ne va pas se rendre compte forcément qu'il publie en masse des contenus sur un seul type de sujet et ça peut brouiller un peu les pistes. Alors, il y a eu des soucis sur l'institution Wikipédia qui a elle-même subi ce type d'attaque avec des commentaires totalement fake, bien sûr. Oui, alors en fait, l'idée de ces pratiques, c'est vraiment d'infiltrer des réseaux qui font foi lorsqu'on recherche de l'information. Un espace qui est très apprécié pour rechercher de l'info, c'est Wikipédia. Donc, c'est une plateforme qui est complètement collaborative. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le premier confinement, 2 contributeurs ont aperçu qu'en fait, certaines agences de com proposaient dans leurs prestations la rédaction d'articles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est interdit, mais en général, ça doit être indiqué. Et eux se sont aperçus qu'il y avait des centaines de faux comptes qui étaient attribués à une poignée d'agences qui, en fait, nettoyaient complètement les pages d'articles de leurs clients. Donc, il y a des grandes marques, hein, et ce n'était pas du tout indiqué où que ce soit, donc c'est complètement illégal de fait. Une autre pratique qui est assez courante, c'est celle de payer de vrais gens influents, de vrais influenceurs et de vrais experts pour raconter, tenir des propos complètement orientés et évidemment rémunérés. Ouais, alors ça, c'est une pratique qui existe depuis très très longtemps. À ce titre, je voudrais juste évoquer un documentaire qui s'appelle La Fabrique de l'ignorance et qui est disponible sur Arte et sur YouTube, qui analyse en fait au fil des années les différentes techniques de désinformation de la part des industries. On voit notamment comment les cigarettiers à l'époque payaient des scientifiques pour réaliser des études qui étaient censées démontrer qu'il n'y avait aucun risque à fumer, ou qui payaient des présentateurs de télé, par exemple, pour au contraire discréditer la parole de vrais scientifiques neutres, on va dire, qui alertaient sur les dangers du tabac. Je ne sais pas si on a le temps de passer un petit extrait juste pour que vous voyez un peu... Mais aucun porte-parole ne fait mieux que l'animateur vedette Morton Downey. Ce jour-là, il veut la peau d'un scientifique anti-tabac. There are 16 studies. Can you tell me that emphatically? Yes, I am. You know you're a liar. Voilà, donc ça continue pendant des années. Bon, il s'avère que ce présentateur finira par mourir lui-même d'un cancer du poumon. Mais voilà, on pourrait se rassurer en se disant que c'est des pratiques qui viennent d'un autre temps, mais en fait, ça fait encore partie des manœuvres utilisées par les grandes industries et les grandes marques. À ce titre, il y a Le Monde qui partageait en 2019 une enquête qui révélait que Coca-Cola avait payé des scientifiques jusqu'en 2016, entre 700 et 4000 euros selon les cas, pour réaliser de toutes pièces des études qui affirmaient qu'il n'y avait aucun lien entre la consommation de soda et le poids des consommateurs, par exemple. Oui, alors parmi les marques, on retrouve alors à peu près tout le spectre, hein, des marques comme Revlon Ultra, qui est un produit amincissant qui s'est illustré dans ce genre de pratique. Tu le racontes dans un de tes papiers. Ouais, donc je vais essayer d'aller assez vite parce que je crois qu'on commence à dépasser un peu sur le temps, mais là, les cas qu'on vient de citer, c'est des influenceurs qui sont au courant, enfin, soit qui n'existent pas, soit qui sont au courant que leur parole est utilisée puisqu'ils sont rémunérés, mais il y a aussi des cas où on utilise des vraies personnes, l'image de vraies personnes sans les prévenir pour diffuser un message. Donc, cette boîte Revlon Ultra avait volé les photos d'une travailleuse du sexe pour créer un faux profil d'influenceuse. Les équipes lui avaient inventé une histoire complètement horrible qui avait été relayée par plein d'utilisateurs et d'utilisatrices. Tout ça pour faire la promo d'un produit amaigrisant et évidemment, la femme n'était pas du tout au courant. Donc ça, à la rigueur, c'est une petite boîte, ça aurait pu passer sous le radar.
Mais Monsanto, par exemple, l'a fait aussi régulièrement en embauchant des hôtesses sur des salons agricoles qui faisaient plutôt remplir des formulaires en fait à des agriculteurs et des agricultrices. C'était pas du tout estampillé Monsanto. Et toutes ces personnes-là se sont retrouvées sur un site qui vantait les mérites du glyphosate sans être informées. Aux États-Unis, on a aussi Boeing qui a usurpé complètement l'identité d'un ancien professionnel de la NASA pour rédiger des tribunes à charge contre son concurrent SpaceX. Et pareil, le type n'était pas du tout au courant. Il a découvert ça en même temps que le grand public dans plusieurs journaux. Merci Mélanie. Margot, tu as regardé un documentaire HBO qui s'appelle Fake Famous, qui n'est pas encore disponible en France, malheureusement. J'espère qu'on pourra bientôt le voir. Et qui aborde sous un certain angle cette problématique en axant vraiment les choses sur les influenceurs d'aujourd'hui sur Internet. Oui, tout à fait. Alors, couplé au documentaire sur la fabrique de l'ignorance, c'est un documentaire qui résume parfaitement tout ce qui vient d'être dit, à travers une expérience sociale qui a été menée à Los Angeles, je crois entre 2019 et 2020, à vérifier, par le journaliste américain Nick Bilton, qui est aussi un auteur qui a écrit beaucoup sur l'industrie du fake et de l'influence. Donc on est à Los Angeles, une ville qu'on pourrait vraiment qualifier de paradis pour influenceurs, et on y suit le quotidien de 3 wannabe stars du web. On a Dominique, une jeune actrice en herbe, on a Chris, un créateur de mode qui est très égocentrique, et on a enfin Wiley, qui est un assistant immobilier, lui au contraire très très timide. Sans trop spoiler, l'intrigue débute par le casting de ces 3 habitants de Los Angeles, lesquels ont tous une communauté de fans, de followers relativement modeste. Leur seul point commun, c'est qu'ils veulent devenir célèbres, du coup. Et ils vont tenter de le faire en usant des techniques fallacieuses qu'on a citées auparavant. Et ce qui est intéressant dans ce docu, c'est que chaque candidat, en découvrant évidemment les joies du fake, des bots et des faux likes, va avoir un destin d'influenceur totalement différent. Et au fur et à mesure que leur nombre d'abonnés augmente, surtout après une série de faux shootings photos, vous verrez ça si vous voyez le documentaire, on va aussi voir que les marques vont se faire tromper et vont être tentées par l'appât du gain et du like en entrant dans la danse, véritablement. Donc il y a ça représente bien tout l'écosystème dont on a parlé. J'en dis pas plus et je terminerai juste sur le fait que c'est vraiment un docu à voir parce que ça en dit long vraiment sur déjà la fabrique du fake et sur notre besoin inconditionnel de plaire. Et en fait, ça montre vraiment à quel point cette industrie est liée à ce besoin primaire, finalement. Je pense qu'on peut terminer sur un petit extrait du trailer, si vous voulez. Do you want to be famous? Yes. Absolutely. I don't even feel like I want to. I feel like I deserve to. You know what I'm saying? 3, 2, 1. More than any other occupation on Earth, kids in America say they want to be famous influencers. When they look at these influencers and they think, wow, this is an amazing life, but people don't realize. Most of the time it's not real. Should we do some cucumbers? I love it. What is that number of how many followers? Merci Margot. Alors, il est temps de passer aux questions. Nous en avons plusieurs, dont une qui nous interrogeait sur la manière dont on pourrait déceler les fake influenceurs. Moi, je veux bien répondre. David. Alors, c'est des techniques qui sont quand même relativement connues en général en agence, mais ça demande quand même un petit peu d'investigation. Donc, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est vérifier comment est-ce que les influenceurs ont gagné leurs followers. En général, c'est une courbe de progression qui est relativement régulière. On peut éventuellement voir des afflux de nouveaux followers quand un influenceur participe à un gros événement. C'était notamment le cas de Squeezie, je crois, qui avait gagné quelque chose comme 10 ou 11 000 followers d'un seul coup parce qu'il avait participé à un événement public et que du coup il y avait beaucoup de gens qui étaient venus le voir. Mais voilà, en général, la bonne méthode entre guillemets, c'est de plonger un petit peu dans les sites comme Social Blade, par exemple, qui permettent d'établir des tops d'influenceurs et de voir aussi leur progression en termes de visibilité et en termes de followers. Et quand on repère, par exemple, qu'un influenceur a gagné, je sais pas, sur une période d'un an, 5 ou 6 fois, 10 000 followers, il y a quand même anguille sous roche en général, ça veut dire que voilà, il n'est pas très prudent. Après, les méthodes, elles peuvent varier, elles peuvent évoluer. Je sais que les agences qui sont vraiment grosses ont des outils qui vont plonger dans les datas et qui repèrent quand même assez facilement les choses. Mais
c'est quand même possible de le faire à la main, entre guillemets, mais ça demande un peu de temps. Alors, apparemment, il y avait tout un système de gradation. Il y a des faux profils plus ou moins sophistiqués. Tu le racontais bien dans l'un de tes articles. Et cette espèce de saut quantique des followers, c'est très drôle dans le cas de David Michigan, qui passe effectivement, qui fait comme ça des sauts assez intéressants. On peut repérer des incohérences aussi. Par exemple, quand quelqu'un va afficher un énorme nombre de followers sur YouTube, mais que par contre, il a seulement que 20 likes, sur la vidéo. Là, il y a Anguille sous roche, par exemple. Il y a aussi l'histoire, quand on regarde la liste des followers d'un influenceur sur Instagram et qu'on voit que c'est un Français mais qui n'a que des comptes indiens qui le suivent, c'est aussi un indice. Que si jamais les comptes qui ne sont pas forcément indiens postent tous la même photo, et il y avait une histoire comme ça, les comptes qui sont de bonne qualité peuvent poster des photos pour être plus crédibles, mais parfois il y a une limite aussi à ça, c'est que par exemple les comptes indiens, ils ne postent que des photos de chevaux, par exemple. Bon voilà, quand on repère ce genre d'incohérence comme ça, tout de suite ça met la puce à l'oreille. Donc voilà, il faut juste connaître les petits trucs et aller dedans, quoi. Une autre question de Bruce. Bonjour Bruce. Quelle évolution les tendances sur les deepfakes? Alors peut-être en cadrant et en anglant les deepfakes par rapport à cette industrie du fake, parce qu'on aura l'occasion de revenir sur les deepfakes de façon plus générale. Mais on sait que les deepfakes sont effectivement utilisés aussi, ne serait-ce que pour créer des images de profil. Oui, effectivement, je peux peut-être parler d'une entreprise sur laquelle j'avais écrit, je vais vous envoyer le lien, mais qui s'appelle Generated Media et qui permet en fait de faire des deepfakes de soi-même, c'est-à-dire de générer des photos de soi qui nous ressemblent vaguement. Donc j'ai fait l'essai, c'est pas très concluant. Disons que la personne va avoir à peu près des traits similaires aux vôtres, mais ne va pas vous ressembler exactement. Et le but de cette entreprise, c'est d'être anonyme sur le web en utilisant une fausse photo de soi. Mais cette entreprise fournit aussi des services à d'autres sociétés. Elle leur propose en fait de générer des faux visages dans l'idée de soit faire des avatars, par exemple. C'est l'entreprise de logiciels SAP utilise cette solution. Donc voilà, ça rentre un petit peu dans cette industrie du fake, même si on s'éloigne des fake followers et des faux avis, etc. Mais de toute façon, les deepfakes sont complètement maintenant démocratisés et utilisés même par des particuliers. Une question de Nathalie, mais je ne sais pas qui pourrait tenter une réponse. Quid des fausses pétitions? Est-ce qu'on a eu l'occasion de retravailler sur les pétitions? J'ai l'impression qu'on n'a pas écrit sur ce sujet depuis un moment. On a beaucoup traité cette actu il y a quelques années. Je ne sais pas si ça vous évoque certaines de nos lectures récentes. Là, personnellement, on n'a pas de billes pour le moment. Non, récente, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on avait vu avec l'explosion des plateformes qu'il y avait notamment pétition ou cagnotte parce qu'il y a aussi des plateformes de financement participatif pour des causes, par exemple, qui surfaient sur des trucs un peu crado, typiquement participer à la cagnotte pour soigner des enfants malades ou des animaux blessés, des choses qui étaient assez tristes et tragiques, et qui en fait étaient le fait d'arnaque totale. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup écrit sur le sujet, je ne sais pas exactement quel est l'état des lieux, mais de toute façon, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un usage qui émerge sur Internet, typiquement le financement participatif ou les pétitions en ligne, il y a directement la porte qui s'ouvre derrière pour des arnaques. Ça, je pense qu'on pourrait carrément y dédier une émission entière. Merci à vous tous, merci à vous qui nous avez écoutés. Il est temps de nous séparer. Je vous donne rendez-vous évidemment pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera une émission un peu particulière puisque la rédaction, tous les membres de la rédaction ne seront pas là, mais nous aurons le plaisir d'accueillir Carolina Thomas, Sandrine Cochard et Emmanuel Chirache, et il sera question de l'océan. Je ne vous en dis pas plus, mais ce sera une émission tout à fait passionnante. Par ailleurs, nous avons rendez-vous mercredi prochain pour l'émission OKLM qui recevra l'essayiste et le philosophe Yves Citon sur un sujet sur comment affronter la crise, comment se comporter au moment des crises. L'émission sera animée évidemment par Alexandre Kouchner, mercredi donc 31 à 19h30. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et à la semaine prochaine. Oui.